Et ben on enchaîne avec notre dernière intervenante de la matinée, donc Zoé Rimbaud, coordinatrice de la chaire Transition foncière, et je fais deux choses en même temps, et du coup qui vient de Paris et qui va nous parler. Donc là vous avez eu les sols, enfin plein d'enjeux différents, et là ça va être une approche donc plus en termes de foncier. Donc alors où es-tu? Ici. Et peut-être, oui, voilà, en commençant un petit peu à introduire d'où tu parles, éventuellement ta formation aussi, comme ça. Hop, merci. Alors merci beaucoup pour l'invitation déjà. Donc effectivement, je vais vous parler de transition foncière, donc ça va faire assez écho à la présentation de tout à l'heure sur les sols urbains, mais avec une perspective plus tournée sur l'aménagement et les métiers de l'aménagement et comment est-ce qu'on peut faire pour préserver les sols justement dans l'aménagement. Donc moi je suis chargée d'animation d'une autre chaire en région parisienne qui s'appelle la chaire Transition foncière, et je suis issue d'un parcours à la fois en politique urbaine et en agronomie et pédologie, donc la science des sols. Très rapidement, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais pour recontextualiser un petit peu d'où je parle et ce que fait cette chaire. Donc c'est une chaire qui est portée par l'université Gustave Eiffel en région parisienne, et qui est aussi portée par une association qui s'appelle l'Institut de la transition foncière. On a deux objectifs, on va dire, majeurs: d'analyser à la fois la mise en œuvre des politiques et des pratiques de gestion des sols, et puis d'identifier des perspectives d'action. Donc on est plutôt dans une logique de recherche-action, comment faire évoluer les modèles urbains pour mieux préserver les sols. Et enfin voilà, on accorde une importance assez importante justement à la pluridisciplinarité, et puis aux liens académiques et monde professionnel, à la transmission en tout cas des connaissances scientifiques au monde professionnel de l'aménagement du territoire. Petit moment de pub, donc on fait des journées d'études, et la prochaine aura lieu le 27 novembre à Paris, si vous êtes intéressés, sur les enjeux sociaux des politiques de préservation des sols. Et on a aussi des petites publications issues de ces journées d'études, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à revenir vers moi. Très rapidement, donc l'Institut de la transition foncière, qui est donc une association qui porte cette chaire. Il a 3 pôles, donc une partie vraiment recherche avec la chaire, une partie plutôt développement d'outils et d'études pour la transition foncière, donc plus opérationnelle, et puis une partie plutôt plaidoyer vis-à-vis des politiques publiques. Donc si on commence la présentation, donc vous avez déjà eu une présentation de ce que sont les sols du point de vue des pédologues. Là, on va s'interroger sur leur place dans les pratiques et politiques urbaines. Donc si on se pose la question qu'est-ce qu'un sol, vous pouvez avoir une multiplicité de réponses selon la personne à qui vous vous adressez. Donc, par exemple, pour un architecte d'intérieur, il va vous dire que le sol, c'est le parquet qui est juste ici. Un géomètre, il va s'intéresser au sol comme surface, comme foncier, qui peut générer des redevances, des droits et des devoirs. Les géotechniciens, par exemple, ils vont s'intéresser surtout à ce qu'il y a sous le sol, donc la roche, sa capacité de portance, etc. pour les bâtiments. Le monde agricole, ils vont s'intéresser à on va dire au volume de sol qui lui est travaillé, qui est vraiment en surface. Et donc pour les pédologues, c'est vraiment cette définition de partie superficielle de la croûte terrestre dans laquelle se développent les racines de plantes. Donc très rapidement, pour synthétiser aussi la présentation que vous avez eue tout à l'heure, les sols, donc c'est à la fois une interface, un ensemble organo-minéral, un habitat pour la biodiversité, une forte diversité spatiale à la fois verticale au sens où les sols sont hétérogènes lorsqu'on descend en profondeur, mais aussi latérale. Et puis c'est surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un milieu qui est issu d'un long processus de formation qu'on appelle la pédogénèse, et qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Donc quand on détruit un sol comme celui-là, il ne faut pas espérer de pouvoir le reconstruire comme ça, même s'il y a des techniques de reconstruction de sol un peu accélérées à partir de déchets. Mais a priori, c'est plutôt un milieu qui est non renouvelable. Donc il y a cette science des sols, la pédologie qui existe, mais qui a longtemps concentré son savoir sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers, donc les ENAF, avec plein de processus de cartographie des sols, en identifiant souvent les sols par leurs caractéristiques et par leur processus de formation. Donc là, vous avez
un exemple d'un nom donné à un sol, donc sol hydromorphe et localement différencié argineux, alimoneux sur calcaire, marne et argile du Sinémurien et d'Angers. Donc on est sur un niveau de précision qui est quand même assez spécifique, qui ne dit pas grand-chose de à quoi ressemblent ces sols pour des non-initiés. Et surtout, c'est une connaissance des sols qui s'applique vraiment au milieu plutôt agricole, naturel et forestier, au sens où les sols urbains, on a beaucoup moins de connaissances dessus. Donc les suites MAC qui vous ont été présentées tout à l'heure, ces sols urbains anthropisés, ou en tout cas dont la pédogénèse elle est influencée par l'action humaine, ils sont beaucoup plus difficiles à classer dans les catégories traditionnelles, on va dire, des référentiels pédologiques, aussi parce qu'il y a une grande hétérogénéité des sols urbains. On peut voir sur la carte que vous avez juste là que, donc bon, c'est Île-de-France, désolé, je n'ai pas pris d'exemple local, mais on voit que toute l'agglomération parisienne, en tout cas la partie urbanisée, elle n'est pas cartographiée, même si on a des sols de jardin, etc., mais qui ne vont pas être cartographiés. Pourtant, on voit que petit à petit, dans les milieux de l'aménagement, de la fabrique urbaine, on a une mise à l'agenda progressive de ce qu'on appelle les sols vivants. Traditionnellement, il y a plutôt une vision des sols dans l'aménagement du territoire comme un matériau inerte, donc soit un support de construction, donc on va faire des études géotechniques, etc., soit comme simplement des surfaces à bâtir qui produisent une valeur foncière. Donc là, vous pouvez voir une carte cadastrale. C'est souvent cette vision-là qu'on a du sol, c'est des surfaces, du foncier. De plus en plus, on va quand même le considérer comme une ressource pour venir faire de la construction en terre crue, revaloriser des terres inertes, etc. Mais c'est une vision du sol comme relativement inerte ou inorganique. Il y a aussi tout un enjeu de stockage des déchets en sous-sol, etc. Ce qui fait dire à certains chercheurs qu'on considère les sols comme une sorte de poubelle de l'ère industrielle. Petit à petit, on va de plus en plus s'apercevoir du fait que ces sols, ils ont quand même une matérialité et ils sont associés à un certain nombre de risques naturels. On parle de plus en plus des risques de pollution, donc on vous en a parlé tout à l'heure, notamment des sols pollués en ville. On a aussi les phénomènes de retrait-gonflement des argiles dont on parle de plus en plus, avec, donc vous pouvez voir sur l'image, des risques de dégâts sur les constructions. Donc on se rend de plus en plus compte de la matérialité, de l'agentivité de ces sols, mais qui reste quand même lié à une dimension très minérale, très inorganique. Et puis voilà, de plus en plus petit, de fil en aiguille, on arrive à cette mise à l'agenda des sols qu'on peut appeler sols vivants. Donc c'est une expression qu'on rencontre de plus en plus dans le monde de l'aménagement. Là, je vous ai mis quelques exemples de publications, d'éléments de langage qui peuvent être utilisés et qui parlent de sols vivants. Ce qui démontre aussi une forme de renouvellement des discours de la production urbaine sur les sols, un regain d'intérêt pour cette fameuse biodiversité des sols urbains, malgré une connaissance des sols qui reste quand même assez limitée dans les métiers de l'aménagement. Cette métaphore sol vivant, elle est intéressante parce qu'elle propose cette approche un peu transversale des sols, c'est-à-dire on va les considérer, à l'inverse d'une approche qui conduirait à les considérer comme fossiles, inertes, on va les considérer comme vivants. Après, c'est aussi il y a aussi des débats sur ce qualificatif de sol vivant, où certains pédologues vont plutôt les définir comme des habitats pour les vivants et pas comme des organismes vivants en tant que tels, mais bon, c'est pas forcément le plus intéressant. En tout cas, voilà, on a cette mise à l'agenda progressive dans les milieux de l'urbanisme. Et ce qu'on constate, c'est qu'on va avoir une façon de qualifier les sols qui va être un peu différente. Je vous ai montré tout à l'heure à la carte où on a des définitions pédologiques des sols en lien avec leur pédogénèse, etc. En aménagement du territoire, on va de plus en plus s'intéresser aux sols à travers leurs usages, c'est-à-dire l'adéquation entre un type de sol et un usage via une approche fonctionnelle. Donc on va de plus en plus s'intéresser à ce qu'on appelle les fonctions des sols qui elles-mêmes peuvent produire des services écosystémiques. Donc on a listé les principales fonctions des sols, mais voilà, il faut avoir conscience qu'il y a un peu un changement de manière de percevoir les sols en s'intéressant vraiment à quoi peuvent servir les sols et pas juste au fait qu'ils existent et que c'est un patrimoine qui témoigne d'une longue histoire géologique, etc. Donc voilà, c'était une petite introduction sur cette prise en compte des sols dans l'aménagement du territoire.
J'en profite aussi pour repréciser un peu la manière dont les sols ils sont aussi de plus en plus mis à l'agenda des politiques publiques. Donc les sols ils sont fortement menacés. Les intervenants tout à l'heure vous ont parlé des différentes menaces qui peuvent exister vis-à-vis des sols, donc qui sont à la fois liés à l'aménagement, à certaines pratiques agricoles, aussi au changement climatique qui forcément engendre des formes de désertification, de perturbation du cycle de l'eau, etc. Nous, la menace qui nous intéresse le plus à la charte transition foncière, c'est vraiment cette question de l'artificialisation. On a une vitesse d'artificialisation des sols qui est bien supérieure à la croissance démographique, donc qui ne peut pas simplement se justifier par un besoin de logement d'une population qui croît. Et donc face à ça, il y a un enjeu de développement de politiques publiques pour préserver ces sols. Alors, dans le droit européen, c'est très récent cette mise à l'agenda des sols. Pendant très longtemps, il n'y avait pas du tout de législation d'ensemble, au contraire par exemple des politiques de l'eau qui ont fait l'objet d'une directive eau en 2000. Il y a eu des approches biodiversité qui sont développées depuis les années 70, 80, 90. Le sol, on n'avait pas de politique un peu transversale sur les sols. Au contraire, c'était un peu dispersé entre les politiques agricoles, politiques de biodiversité, etc. Il y a eu une proposition d'une directive cadre en 2006, mais qui n'a pas vu le jour. Il y a eu un échec pendant plusieurs années. Il y a eu quand même un développement de différents objectifs, une stratégie de l'Union européenne pour les sols en 2021, et qui a abouti à un projet de directive européenne sur la surveillance et la résilience des sols. Donc c'est une dynamique qui est en cours depuis 2023. C'est pas encore officiellement promulgué, mais ça avance, et c'est surtout une logique de surveillance des sols. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'harmoniser dans les différents États membres la collecte de données sur les sols et l'état de l'information sur les sols pour pouvoir justement qualifier quels sols sont en bonne santé, etc. En France, de la même façon, on a longtemps eu des politiques assez sectorielles le sol qui faisait pas forcément l'objet d'une politique publique spécifique. Depuis 2021, le sol a quand même été un peu plus mis en avant dans le droit de l'urbanisme avec le zéro artificialisation nette et la loi climat et résilience. Cette loi, elle définit, dans le cadre de l'objectif ZAN, il y a une définition des fonctions des sols. On parle à la fois des fonctions biologiques, hydriques, climatiques et du potentiel agronomique des sols. Donc c'est un peu une première définition fonctionnelle des sols qui intervient dans le code de l'urbanisme et non pas dans le code de l'environnement au final. Mais donc c'est quelque chose qui va nous intéresser sur justement cette mise à l'agenda progressive des sols dans l'aménagement. Maintenant qu'on a fait ces différents constats, se pose la question, comment est-ce qu'on préserve les sols au-delà du constat que les sols sont très importants pour le fonctionnement des écosystèmes, etc. Concrètement, comment est-ce qu'on fait nous, on développe le concept de transition foncière qu'on peut définir comme justement l'ensemble des transformations structurelles des modèles de l'aménagement pour permettre à la fois une meilleure préservation, une meilleure réparation des sols. Mais cette transition foncière, pour la mettre en œuvre, ça nécessite quand même un certain nombre d'actions et un certain nombre d'enjeux de recherche-action. Donc nous, c'est les différents axes qu'on étudie à la chaire. On constate déjà le besoin d'un langage commun. Comment pouvoir harmoniser le niveau de connaissance des sols à la fois dans les mondes de l'aménagement, dans les mondes des politiques publiques sur les sols, dans les mondes scientifiques, etc. Et puis un besoin d'identifier des nouveaux modèles, à la fois techniques, économiques, juridiques, politiques, parce que tout ça c'est très transversal, des nouveaux modèles d'aménagement du territoire sur différents axes qu'on a défini en reprenant un peu la logique de la séquence éviter, réduire, compenser. Donc, premièrement, éviter, comment est-ce qu'on évite, comment est-ce qu'on prévient l'artificialisation des sols. Ensuite, comment est-ce qu'on réduit, si jamais on est amené à construire, comment on réduit l'impact au sol de ces activités. Et puis ensuite, la question de la compensation, une fois que les sols ont été détruits, comment est-ce qu'on les répare, comment est-ce qu'on essaye de restaurer leur fonction.
Donc je vais essayer de parcourir relativement rapidement ces différents enjeux. Donc déjà sur la question de la connaissance et de la représentation, se pose cette question d'un langage commun. J'ai pu rapidement évoquer le fait qu'il y a vraiment une diversité des modes de production de la connaissance sur les sols. Dans les sciences du sol et en pédologie, généralement, alors il y a une évolution des sciences du sol, on s'intéresse de plus en plus à la dimension biologique des sols, alors que dans un premier temps, au début du XXe siècle, c'était très tourné physico-chimie des sols comme, on va dire, comme réservoir de ressources chimiques, notamment dans le cadre de l'agronomie et de la production agricole. Donc déjà, on a cette évolution-là. Mais c'est une science qui se focalise vraiment sur des caractéristiques qualitatives des sols, leur fonctionnement, leur processus de formation. Et les données sur les sols, on va les recueillir à travers, en faisant par exemple des fosses pédologiques. Donc vraiment, on fait un trou, on va dedans et puis on décrit le profil de sol, en faisant également des sondages à la tarière. Dans le monde de l'aménagement et de la fabrique de la ville, on s'intéresse de plus en plus au sol vivant, en tout cas dans les discours. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Dans les pratiques, c'est encore, ça influence encore peu les pratiques, mais ça évolue petit à petit. Donc, comme j'ai pu vous le dire, dans l'aménagement, on a une vision des sols qui est vraiment focalisée sur les usages, sur les risques et les fonctions des sols. La plupart des diagnostics de sol qui sont effectués, ils sont principalement sur les enjeux de pollution, parce qu'il y a des obligations réglementaires. Ils portent aussi sur des études géotechniques, donc est-ce que le sous-sol va pouvoir supporter la construction que je m'apprête à faire. Donc on est quand même encore sur une vision du sol comme support d'urbanisation, mais de plus en plus émergent des initiatives d'évaluation de la fonctionnalité des sols. Donc là, on peut prendre l'exemple de la métropole de Rouen, par exemple, qui a fait tout un travail de qualification de la multifonctionnalité des sols sur son territoire, en tout cas des sols plutôt agricoles, naturels et forestiers sur son territoire. Donc là, on voit qu'on s'intéresse de plus en plus aux sols dans leur fonctionnalité, mais c'est très différent des cartes pédologiques que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, on ne s'intéresse pas du tout à comment les sols se sont formés, comment ils fonctionnent, etc. On se dit vraiment, donc là, il n'y a pas le détail, mais la multifonctionnalité, généralement, c'est les 4 grandes fonctions de la loi climat et résilience. Donc, quel est leur rôle dans le cycle de l'eau ? Est-ce qu'ils sont fertiles ? Est-ce qu'ils recèlent de la biodiversité ? Et est-ce qu'ils stockent du carbone ? Et donc, en fonction du niveau de fonctionnalité sur chacune de ces fonctions, on va pouvoir établir des cartes de multifonctionnalité. Donc voilà, une façon de produire quand même de la donnée et de la connaissance sur les sols. Il y a cet enjeu de la connaissance et il y a cet enjeu de la représentation. Parce qu'on sait aussi que pour réussir à saisir un objet, à nourrir aussi l'attention, le débat public sur cet objet, il faut pouvoir le représenter. C'est comme la question de la préservation de la biodiversité. On a plus tendance à parler des espèces qu'on connaît, qu'on visualise, etc., plutôt que, par exemple, si on prend l'exemple de la faune du sol, des petites colamboles qui sont dans le sol, qu'on a du mal à se représenter parce qu'elles sont presque microscopiques et qu'on ne les voit pas. Donc, représenter les sols, ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Déjà parce que c'est un objet qui est en volume, donc comment représenter un objet en 3 dimensions et non pas en 2 dimensions ? C'est un objet qui est... on parle d'anisotropie, c'est-à-dire qu'il est hétérogène à la fois de manière latérale, verticale, dans toutes les dimensions, leurs caractéristiques évoluent. La vie des sols est encore un peu cachée, notamment parce qu'on a beaucoup de micro-organismes. Et puis voilà, le sol, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une interface. Donc comment le représenter comme objet à part entière ? Il y a plusieurs formes de représentation qui se développent. Donc traditionnellement, on va avoir des représentations en coupe. Donc on va couper le sol à un moment, on va se dire, ok, on décrit le profil de sol et les différentes couches qu'on appelle des horizons de sol. On peut aussi avoir des représentations sous forme de carte, mais forcément une carte, elle permet pas de se représenter la diversité l'hétérogénéité du sol en profondeur.
De plus en plus, on va avoir des représentations sous forme de diagrammes aussi, ce qui pose un certain nombre de difficultés. C'est assez complexe de faire des représentations en 3 dimensions. Et puis, se développe de plus en plus de réflexions sur la place des sols dans les productions artistiques aussi. Comment est-ce qu'on envisage d'autres manières de représenter le sol. Donc là, j'ai mis quelques exemples. En haut à gauche, c'est un essai de représentation un peu plus conceptuelle, on va dire, du sol et de la zone critique. Mais voilà, c'est des réflexions en cours sur comment est-ce qu'on représente les sols. Si je passe au questionnement suivant, une fois qu'on a essayé de travailler sur cette construction d'un langage commun autour des sols et de leur représentation, comment est-ce qu'on peut prévenir l'artificialisation des sols ? Donc prévenir l'artificialisation des sols, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait du zéro artificialisation brute, c'est-à-dire comment on évite vraiment d'artificialiser, et ça nécessite forcément des pratiques de sobriété foncière, donc refaire la ville sur la ville. L'idée, c'est de passer vraiment d'un urbanisme qui traditionnellement a été linéaire, c'est-à-dire on vient artificialiser des espaces naturels ou agricoles pour un usage urbain, et ensuite cet usage, petit à petit, il peut péricliter et on se retrouve avec des friches ou des espaces vacants. L'idée, c'est de passer à une logique circulaire, donc un urbanisme circulaire où les espaces urbains sont remobilisés, on refait la ville sur la ville, on n'a pas d'obsolescence de ces espaces et on évite évidemment d'artificialiser d'autres espaces naturels ou agricoles. Ici, vous avez quelques exemples de mots-clés qui peuvent permettre ces pratiques de sobriété foncière, donc intensifier, transformer, densifier, recycler. Là, vous avez cette ressource-là qui fait un peu une liste des différentes techniques, des différentes manières de faire la ville sur la ville, à la fois en mobilisant le bâti vacant, mais aussi le foncier vacant, et aussi le bâti sous-occupé ou le foncier sous-occupé. Par exemple, pour mobiliser le bâti sous-occupé, on peut essayer d'intensifier les usages. Intensifier les usages, c'est à la fois les intensifier dans l'espace, donc quand on a un bâti qui est sous-occupé, développer plus d'usages au mètre carré en même temps, mais aussi intensifier dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments, par exemple des bâtiments administratifs, des écoles, etc., qui vont avoir un usage seulement à certaines périodes, pas les week-ends, pas les vacances, etc. Donc l'idée, c'est comment leur donner un usage dans des périodes qui sont habituellement non utilisées. Et pour ça, il y a beaucoup de gisements de bâtis sous-occupés. Les résidences secondaires, les locations saisonnières et aussi le patrimoine public sous-occupé. Pour mobiliser le bâti vacant, cette fois-ci, il s'agit aussi de le transformer, c'est-à-dire de le réaménager, de le réhabiliter. On peut aussi envisager de prévoir dès la conception d'un bâtiment sa future transformation, c'est-à-dire qu'au lieu de construire un bâtiment qui n'aura qu'un seul usage, penser à un bâtiment qui puisse être réversible et qui puisse avoir différents usages dans le temps. Donc, pareil, énorme gisement de bâtis vacants, donc 3 millions de logements vacants, énormément de bureaux vacants, de sites économiques, de patrimoine vacant. Enfin, voilà, il y a quand même énormément de gisements pour réussir à faire la ville sur la ville. Donc, on a parlé d'intensification, on a parlé de transformation. On peut parler aussi de recyclage des friches urbaines, on peut parler de la densification. Il y a encore énormément de dents creuses, d'interstices dans la ville qui ne sont pas construits, donc l'enjeu c'est aussi de réussir à faire de la densification. Il y a aussi des formes de surélévation des bâtiments qui peuvent émerger comme solution. Donc, premièrement, cet enjeu, éviter l'artificialisation. Ensuite, si jamais on est amené à construire, comment est-ce qu'on peut réduire l'impact au sol des activités humaines ? Donc ça pose un certain nombre d'enjeux. Ça pose des enjeux de modèles techniques. Comment on fait évoluer les modèles techniques, notamment de la construction ? Quelle technique de construction ? Quels matériaux ? Quelle temporalité ? Donc on peut parler par exemple de la construction sur pilotis, sur pieux, etc. pour éviter d'avoir un trop fort impact au sol. Ça demande aussi de développer des outils pour évaluer l'impact
sur la fonctionnalité des sols de ces différents modes constructifs. Donc une évolution des modèles techniques, une évolution des modèles économiques aussi. Si jamais on développe des pratiques de sobriété foncière, comment est-ce qu'on comptabilise ça dans une logique de comptabilité écologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on tient compte de la dette écologique produite ou bien évitée en fonction des différentes pratiques. Là, c'est un modèle qu'on développe donc à l'Institut de la transition foncière, donc un bilan d'opération de transition foncière qui permettrait justement de visibiliser la manière dont on peut dégrader les fonctionnalités du sol en faisant tel ou tel projet. L'idée, ce serait que ça permette d'arbitrer entre plusieurs projets d'aménagement différents en pesant sur le modèle économique. Il y a aussi un enjeu d'évolution des modèles de gouvernance, donc à quelle échelle notamment est-ce qu'on gouverne les sols. Dans le projet de directive européenne dont je vous ai parlé, il y a cette éventualité de mettre en place des soil districts dans chaque pays, donc des échelles spécifiques de gouvernance des sols. Donc ça pose la question des échelles spatiales. Est-ce qu'on fait ça au niveau des unités pédologiques qui sont cartographiées déjà? Est-ce qu'on fait ça au niveau des bassins versants? Il y a plein de possibilités. Ou au niveau des régions administratives qui existent déjà mais qui ne correspondent pas forcément à des régions naturelles. Et puis une gouvernance avec quels acteurs aussi. Donc voilà, je ne vais pas me développer ces différents enjeux, mais c'est plein de questions qui se posent pour développer ces modèles de transition foncière. Et puis juste pour conclure, on veut vraiment éviter l'artificialisation des sols, mais se pose aussi la question de la réparation des sols qui ont déjà été artificialisés. Est-ce que c'est possible de venir restaurer les fonctions des sols urbains? Il y a le terme renaturation qui pose question. Il y a plein de termes différents qui sont utilisés pour évoquer ce sujet. Dans la loi climat et résilience, la renaturation, elle est vraiment définie comme une restauration des fonctionnalités d'un sol qui ont été altérées par l'artificialisation. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur une simple logique de végétalisation ou de verdissement, on n'est pas sur une logique décorative. L'idée, c'est vraiment d'avoir des écosystèmes qui puissent être fonctionnels et qui puissent être multifonctionnels, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la fois à la désimperméabilisation pour que l'eau puisse s'infiltrer, mais aussi à la dépollution et aussi au gain de biodiversité et au stockage de carbone, etc. L'idée, c'est vraiment de retrouver des sols qui puissent être multifonctionnels. Donc renaturer, ça pose beaucoup d'enjeux différents. Ça pose des enjeux de spatialisation, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut renaturer est-ce qu'on renature aux endroits où il y a des gros enjeux en termes de continuité écologique, dans des endroits où il y a des enjeux d'adaptation au changement climatique, donc îlots de chaleur, inondations, etc. On peut aussi prendre en compte des enjeux de santé environnementale, ça a été évoqué tout à l'heure. Pollution de l'air, encore une fois, îlots de chaleur. Donc l'enjeu, c'est de réussir à arbitrer entre ces différents enjeux pour définir les zones où il est le plus pertinent de renaturer. Et puis ça pose aussi des enjeux de choix techniques. Donc nous, c'est quelque chose qu'on développe à la chaire et à l'Institut. Comment est-ce qu'on aide les acteurs, les porteurs de projets de renaturation à choisir entre différentes techniques en prenant en compte les différentes étapes de la renaturation. Donc voilà, je suis allée un petit peu vite sur ces sujets-là, mais n'hésitez pas du tout à revenir vers moi si vous avez, si vous avez des questions sur ce sujet-là. Et je vais m'arrêter là, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et pareillement, je reste disponible si jamais vous voulez m'envoyer des mails dans la semaine ou si vous avez besoin de ressources. Merci beaucoup.